Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver comme d'habitude au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré chez nos amis d'Urgon pour vous présenter notre très belle série Chronologie. Aujourd'hui, un nouvel épisode, toujours à propos de Breguet, de la collection classique et du style Breguet en général que je voulais absolument vous présenter parce que vous savez qu'on est des grands amoureux de la marque de montres Breguet. Et si vous avez été assidus, et j'espère que vous avez été assidus, vous avez pu voir auparavant, dans la même série Chronologie et chez Urgon, un épisode consacré à la collection Tradition et un autre épisode consacré à la collection Marine. Je vous remets les épisodes quelque part par là, ça va s'afficher et je vous recommande d'aller les voir pour vous abreuver de savoir à propos de Breguet. Par une toute petite piqûre de rappel pour vous représenter à nouveau qui était le très grand, le très saint Abraham Louis Breguet. Donc notre ami Abraham Louis Breguet a commencé ses activités autour des années 1790. Il faut savoir, le moment important de sa vie, c'est qu'en 1815, sous Louis XVIII, il est nommé fournisseur du ministère de la Marine, d'où son titre que l'on voit souvent horloger de la Marine. Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui? Entre autres, des inventions et des perfectionnements, notamment le système parachute des horloges de marine qui permettait en cas de choc de ne pas modifier la précision de la montre. On parle du calendrier perpétuel aussi, du régulateur à tourbillon bien évidemment, l'échappement à force constante et il a été même un de ceux à perfectionner grandement la montre perpétuelle ou automatique aujourd'hui. Pour définir la collection classique, il faut à mon sens parler de la collection Tradition. Il faut savoir que les montres de cette collection s'inspirent de l'architecture des montres Breguet historiques et en particulier des montres à souscription et des montres à tact. Mais ça, je vous en parlais dans l'épisode chronologique qui était consacré et je vous le remets ici. Allez vite le voir, sinon ça va mal se passer. Et Breguet serait très fâché. Ces montres de souscription dont est inspirée la collection Tradition, elles sont historiquement à une seule aiguille avec une architecture assez uniforme entre toutes les pièces connues qu'on reconnaît vraiment au premier coup d'œil, avec une disposition des rouages et des ponts particulières et la présence du barillet au centre. Ça, c'est vraiment la signature. Et ça, c'est une disposition qu'on retrouve dans toutes les montres à peu près de la collection actuelle Tradition. D'un autre côté, les montres à tact, alors on dit à tact parce qu'en fait, en mettant sa main dans la poche, on pouvait facilement savoir quelle heure il était grâce à des petits repères qui bougeaient en même temps que les aiguilles à l'extérieur du boîtier. Ces pièces-là étaient souvent reconnaissables comme ayant un cadran de taille réduite. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques aussi des pièces de la collection Tradition. Tout ça pour vous dire que les montres classiques, quant à elles, s'inspirent davantage du reste de la production Breguet et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que, à mon sens, elles définissent merveilleusement bien ce qu'est le style Breguet, le savoir-faire Breguet et on va vous en parler aujourd'hui avec quelques définitions très propres. Quand on parle d'abord du style Breguet, il faut à mon sens parler de guillochage et c'est le premier point qu'on va évoquer aujourd'hui. Il faut savoir que le guillochage, c'est vraiment un maître mot chez Breguet. Il avait lieu historiquement sur des cadrans en or ou en argent, couplés à des chiffres romains dans une grande majorité de cas. Il faut vraiment se dire que cadran guilloché, chiffres romains. On pouvait alors découvrir différents guillochages que l'on retrouve aujourd'hui sur des pièces de la collection classique, notamment le clou de Paris, le pavé de Paris, le rayon de soleil, le grain d'orge, les vagues, le motif vieux panier que j'adore tout particulièrement, le motif damier ou encore le décor flammé. Vous voyez qu'il y a autant de guillochés que de montres. C'est assez facile pour se repérer, ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique des montres Breguet classiques à mon sens. Et il faut savoir que c'est une tradition chez Breguet et que les maîtres guillocheurs ne sont pas nombreux et qu'ils font encore ça à la main et à la machine. Donc quand vous regardez en fait un guillochage sur une pièce classique, vous avez l'impression que c'était fait par une machine parce que c'est parfait. Mais en fait, c'est juste que la main de l'homme est aussi parfaite parfois, ça va, on se répète pas. Et que l'artisan arrive à insuffler vraiment une qualité de fabrication, une qualité de perfection au niveau du guillochage, que c'est tout bonnement sublime et qu'on trouve ces petites pyramides agencées de la meilleure des façons sur les cadrans Breguet. Il ne faut pas oublier que parfois vous avez trois types de guillochage qui vivent ensemble au sein du même cadran et ça on en parlera après. Puisqu'on parle des cadrans, il y a un autre point à aborder quand on parle des Breguet classiques, que ce soit aujourd'hui ou il y a 200 ans. Ce point, c'est l'utilisation d'émail pour les cadrans et en particulier d'émail grand feu. D'ailleurs, premier point à noter, si je vous parlais de guillochage lié ou couplé plutôt à des chiffres romains peints, quand on parle d'émail, on voit souvent des chiffres arabes chez Breguet. Et la technique utilisée par Breguet, c'est ce qu'on appelle l'émail grand feu. Il faut savoir que l'émail, c'est une matière poudreuse qui est composée de plusieurs minéraux, dont le silice et l'argile notamment, et qu'en ajoutant des oxydes métalliques afin d'obtenir d'autres couleurs, je pense notamment au cobalt ou au fer, on va ensuite vitrifier la préparation, c'est-à-dire mettre ce petit cadran au four entre 800 et 1200 degrés. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça grand feu, vous l'aurez compris. Et toute la complexité, c'est que sur la totalité des cadrans faits, il y a une perte et il y a une casse qui est absolument phénoménale et énorme. Donc pour faire un cadran
en émail grand feu, il faut souvent beaucoup de temps et beaucoup de casse. Un des problèmes dans l'horlogerie aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des fausses montres. Alors, elles sont très bien faites, mais il faut savoir que ce coup des faussaires, c'est pas du tout nouveau et que déjà à l'époque de Breguet, on le voyait parce que une montre Breguet en 1800, c'était caractérisé vraiment par une qualité de fabrication inégalée, à la fois que ce soit sur le mouvement et ses finitions, mais aussi sur les décorations du boîtier et du cadran. Donc à l'époque déjà, des horlogers pas très malins se disaient bon bah on va faire quelque chose qui ressemble à du Breguet, même parfois ses élèves, et après on va mettre le nom Breguet quelque part et on va dire que c'est Breguet, ça va bien se vendre, on va se faire plein de pognon et on pourra manger dans les grands restaurants de Paris. Voilà, c'est un peu l'idée à l'époque. C'est pourquoi au milieu des années 1790, Breguet va décider d'apposer une signature secrète dans les cadrans pour dire aux gens méfiez-vous, et si vous voyez ces signatures secrètes, c'est que c'est un ouvrage Breguet, si vous ne la voyez pas, c'est que ce n'est pas un ouvrage Breguet, il faut se méfier de ça comme la peste. Surtout que la peste n'était pas très loin à l'époque non plus, on va pas revenir sur ce sujet délicat, mais c'est comme ça. Alors si forcément on parle de cadran qui soit guilloché ou émail grand feu, vous allez avoir, et ça c'est vraiment une signature incroyable de Breguet, les fameuses aiguilles bleuies à pomme évidée. Alors quand on parle d'aiguilles bleuies, souvent elles sont bleuies à la flamme, donc c'est-à-dire pour l'avoir déjà vécu, vous avez un horloger qui avec son aiguille va venir délicatement la mettre à une certaine hauteur de la flamme et patienter pendant de longues minutes pour arriver vraiment à une couleur assez parfaite du bleu, la couleur souhaitée, et ainsi les apposer sur le cadran. Et chez Breguet, elles sont particulières parce qu'elles sont à pomme évidée. Alors je sais que ça avait beaucoup de lexique un peu bizarre entre les fruits et les légumes. Ici on a choisi la pomme. C'est parce que vous avez cette extrémité ronde avec à l'intérieur une forme de squelettage si vous voulez, donc c'est à pomme évidée, il faut le retenir, c'est très important, je compte sur vous. Maintenant, j'ai envie de vous parler de cannelure. Alors on ne parle pas de cannelé, on n'est pas à Bordeaux, arrêtez de nous saouler avec ces cannelés, on parle de cannelure, et pour le boîtier, c'est la décoration qui a été choisie par Breguet. Alors à la fois aujourd'hui, encore une fois, sur les pièces de la collection classique, parce que c'est du style Breguet, mais aussi dans les années 1800 et aussi dans les années 1790, on pouvait voir cette décoration de certaines montres de poche. En fait, on retrouve cette cannelure typique sur les boîtiers qui se réalise par écrouissage de l'or. Ne me demandez pas d'où ça provient, mais c'est une forme d'écrasement de l'or. Et c'est travaillé à la main sur un support mécanique fixe. Et ça, vous pouvez le voir sur les images, c'est vraiment une signature aujourd'hui des pièces de la collection classique. Après vous avoir présenté vraiment pour moi les points les plus importants style Breguet, on va vous parler de quelques références classiques aujourd'hui qui, à mon sens, illustrent à merveille ce que je viens de vous dire. On va commencer par la référence Breguet classique 51-77. À mon sens, puisque si j'en porte une très jolie, à mon sens la plus pure des Breguet classiques, puisqu'on parle d'une 2 aiguilles qui, encore une fois, illustre tout ce que je viens de vous dire juste avant. On trouve vraiment ce guillochage central magnifique avec le tour d'heure avec ses chiffres romains peints, un petit guillochage liseré très fin, la cannelure sur le boîtier, les aiguilles bleuies à pomme évidée, etc. Vous l'aurez compris, c'est vraiment la quintessence de la montre Breguet classique. Cette pièce-là, elle est disponible en or rose et en or jaune avec un cadran guilloché ou un cadran en émail blanc grand feu, ou dans une version en or blanc avec au choix un cadran en or argenté guilloché ou un cadran en émail blanc grand feu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une montre qui est très bien proportionnée avec 38 mm de diamètre pour une épaisseur de 8,8 mm. Alors là, on vous parle, on vous sort mais vraiment les trompettes en vous parlant de tout style Breguet, les cadrans guillochés, les aiguilles à pomme évidée, les cannelures, etc. Mais c'est pas parce qu'on parle de ça et qu'on se réfère aux pièces du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, au début en tout cas, qu'il faut absolument retenir uniquement ça à propos de Breguet. Breguet est une marque contemporaine, est une marque moderne qui a ajouté à ses designs un peu fantastiques des aspects très contemporains de l'horlogerie, de la technique et de l'innovation. C'est notamment le cas avec cette Breguet référence 51-77 et son mouvement 777Q qui délivre une belle réserve de marche de 55 heures et qui possède quelques petites pièces en silicium, notamment au niveau de l'échappement, ce qui permet de résister aux champs magnétiques et de leur dire non une bonne fois pour toutes. Ce mouvement mécanique à remontage automatique, il est magnifique, il est fin parce que vous vous doutez bien que pour avoir à la fin une épaisseur de 8,8 mm, il faut que le mouvement à l'intérieur soit plutôt fin. Et vous retrouvez de très belles finitions, notamment la masse oscillante, gravée, des côtes de Genève, du perlage, un peu d'anglage, enfin voilà. C'est normal, ça va avec un cadran et un boîtier qui sont très bien terminés. Vous avez aussi le mouvement qui se doit d'être délicatement fini par des artisans chez Breguet. C'est ça la toute beauté de Breguet. Ça, c'était pour la référence classique 51-77, vraiment la quintessence de la montre de la collection classique. 2 aiguilles, c'est tout, rien de plus, et les décorations de Breguet que l'on apprécie beaucoup.
On va continuer avec une autre référence que j'adore, qui n'est autre que la Breguet classique 73-37. On connaissait ce modèle, en tout cas cet affichage, depuis de nombreuses années chez Breguet, mais en 2022, nous avons eu la chance de découvrir une nouvelle occurrence, à mon sens, très bien faite. Dans le livre que j'adore, L'art de Breguet du très célèbre horloger George Daniels, on voit justement l'inspiration de cette 73-37 qui n'est autre qu'une montre de poche dont je vais vous lire un petit passage, là comme ça entre nous maintenant, en toute intimité. On parle de la montre numéro 4579, troisième série vendue en 1829. Une montre à tact avec un échappement à encre, balancier compensateur à deux bras, spirale acier à extrémité relevée et raquette, cadran argent guilloché à tour d'heure excentré. En haut, guichet des phases et H de la lune, des jours, 2 quantièmes, à droite, queue de raquette, à gauche, signature Breguet, aiguille en or, boîte or guillochée avec aiguille tact et orifice de remontage sur le fond, bouton d'attouchement sur le pourtour, diamètre 43 mm. Alors, on parle d'attouchement, mais détendez-vous, calmez-vous. C'est une montre à tact et je vous ai dit, c'est pour mettre la main dans la poche et savoir quelle heure il est exactement. Bref, passons sur ce sujet. C'est juste pour présenter cette montre qui n'est autre que vraiment l'inspiration de cette magnifique référence 73-37, mais déclinée sur une montre bracelet aujourd'hui au XXIe siècle. On trouve donc sur cette référence les guichets de date et de jour de part et d'autre du cadran. Le sous-cadran principal, il est excentré, il affiche l'heure, les minutes et la petite seconde grâce aux sublimes aiguilles à pomme évidées et bleuies. Jusque-là, tout va bien si vous avez correctement écouté avant. Mais en regardant de plus près, les guichets de jour et de date ont été retravaillés, sont désormais plus ouverts, moins en rondeur et avec un repère beaucoup plus saillant. Et les informations sont affichées sur des disques bleus présents, des écritures argentée. Quant à la petite seconde, elle s'efface presque dans son cerclage est rythmé par de fins points. Nous avons le plaisir à retrouver nos guillochets grain d'orge et clous de Paris qui s'assemblent à merveille et donnent du rythme au cadran. Côté finition main, la lune n'est pas en reste, même si elle n'a pas rencontré son beau soleil. Elle a été réalisée en or blanc et martelé à la main et son ciel revêt une laque bleu foncé où seules quelques petites paillettes stellaires brillent. Et quand elle n'est pas pleine, elle se cache habilement derrière des petits nuages sablés à la texture mate. Vous voyez évidemment que derrière une simplicité apparente se cache en vérité beaucoup de complexité, c'est ça qui est beau avec l'horlogerie chez Breguet. À l'intérieur, on trouve le calibre à remontage automatique 502.3 QSE1, qui est vraiment un très joli calibre qui délivre 45 heures de réserve de marche et on peut apprécier sa danse à travers un verre saphir. Et comme d'habitude, on retrouve le même niveau de finition que la 5337 que je vous ai présentée juste avant. On va finir maintenant avec la référence Breguet classique 52-77, qui est une montre que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel et qu'elle dévoile sur son cadran une réserve de marche. Cette réserve de marche qui se trouve dans la partie haute du cadran, je l'apprécie tout particulièrement parce qu'en effet, quand on a un mouvement mécanique à remontage manuel, il faut savoir quand redonner un petit peu de souffle, quand redonner un petit peu d'énergie dans sa montre pour ne pas qu'elle s'épuise, que la précision diminue, surtout que la montre s'arrête parce que ça devient un peu stupide. Ce qui est bien avec cette 52-77, c'est qu'elle va plus loin dans l'innovation par rapport à son prédécesseur, la 59-07. Cette innovation, c'est vraiment autour de l'énergie et du barillet à haute énergie, comme l'appelle Breguet, qui dévoile 80 heures de réserve de marche. Ça a notamment été rendu possible grâce à l'emploi d'un nouvel acier avec un nouvel alliage pour le ressort de barillet qui permet un meilleur enroulement dû à la ductilité de l'alliage employé, ce qui aussi va permettre un meilleur coup. Donc à la place d'avoir environ 70 heures de réserve de marche, on va pouvoir aller gratter jusqu'à 100 heures de réserve de marche et là vraiment, on a tout le bonheur d'avoir une montre mécanique à remontage manuel que l'on peut remonter une fois tous les 4 jours et ça, c'est vraiment du bonheur. Pour tout le reste, on retrouve toutes les signatures, Breguet, sans parler du guillochage, des cannelures, on a la petite seconde dans la partie basse du cadran. Donc voilà, vous avez vraiment une pièce fantastique avec une seule complication qui est vraiment cette réserve de marche, qui à mon sens fait sens, et je me répète, qui à mon sens a toute sa place sur le cadran de cette magnifique référence 52-77, et c'est tout. Et même si on parle de complications ici, on reste sur un boîtier aux belles proportions de 38 mm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. En même temps, vous n'avez pas le module automatique, en tout cas, vous n'avez pas la masse oscillante, plutôt parce qu'il est complètement intégré au mouvement, et donc du coup, vous gagnez en épaisseur. C'est logique, ça fait sens. Merci Nicolas. Voilà, c'était tout pour ce nouvel épisode de notre série chronologique consacrée à la collection classique chez Breguet. Après vous avoir présenté la collection tradition et la collection marine, maintenant vous savez tout, ou presque, donc vous ne pouvez pas vous rater. Et je compte sur vous pour étaler votre savoir sur des grandes tartines de pain beurré la prochaine fois au repas en famille, parce que ça sert à ça aussi. Merci.